J'aime beaucoup les anti-héros. À chaque fois qu'un film ou qu'une série tourne autour d'un anti-héros, je suis complètement absorbé par ce personnage. Et je sais que je suis pas le seul, beaucoup de gens semblent apprécier cet archétype de personnage, puisqu'il nous paraît souvent plus réaliste, plus crédible qu'un héros classique. Et c'est de ça que cette vidéo va parler, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait assez intéressant d'essayer d'analyser ce type de personnage, de tenter d'expliquer le concept derrière un anti-héros, comment ils sont construits dans une œuvre de fiction, et surtout, pourquoi c'est si efficace. Allez, salut tout le monde, c'est Zarkan, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil et des terrasses, et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de répondre à la question comment construire un anti-héros. Bon déjà, comme le disait Orelsan, on va poser les bases. Non, c'est pas ça qu'il dit, merde. C'est quoi un anti-héros? Bon déjà, pour faire simple, on va se restreindre dans un premier temps à l'univers des super-héros que vous devez sûrement connaître maintenant, dans lequel on retrouve ce concept d'anti-héros de temps en temps, voire plutôt souvent. Et donc dans cet univers des super-héros, des comics, etc., on nous présente le plus souvent un héros traditionnel, entre guillemets, fait le bien, et face à lui, un méchant aussi traditionnel qui fait le mal. D'un côté par exemple, un personnage comme Superman qui fait le bien, qui sauve des gens, blablabla, et de l'autre côté par exemple, le méchant préféré d'internet, le Joker, qui fait le mal, sème le chaos, tue des gens, bref, pas très sympathique comme individu. Et bien un anti-héros, c'est un héros qui va s'éloigner de cet idéal du bien absolu pour se retrouver dans une zone un peu plus grise quelque part au milieu. Un exemple plutôt connu serait le personnage du Punisher, ou Frank Castle de son vrai nom, qui, pour la petite histoire, est un ancien militaire dont la famille a été assassinée et qui veut donc venger la mort de sa famille par tous les moyens possibles et imaginables, moyens qui souvent veulent dire défoncer tout plein de gens. Le Punisher est un héros qui incarne l'esprit de la justice et de la vengeance. Un héros qui peut se montrer cruel et violent, c'est le cas classique d'un anti-héros. Par contre, le Punisher reste un anti-héros parmi plein d'autres, et je dirais qu'il n'y a pas de définition unique de ce que c'est exactement un anti-héros. Mais bon, j'avais lu quelque part sur internet que un héros idéal faisait la bonne chose de la bonne manière et pour de bonnes raisons. Un anti-héros, suffit d'en prendre 2 sur 3. Voilà, c'est une définition assez intéressante, même si je pense qu'elle ne marche pas toujours, mais bon. D'ailleurs, et pour rendre ça encore plus compliqué, il faut pas confondre anti-héros et anti-vilain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un anti-héros est avant tout un héros, mais auquel il manque certaines caractéristiques qu'on attend en général d'un héros idéal. Il peut être égoïste, violent, cruel par moments, mais ça reste avant tout un héros. De l'autre côté, un anti-vilain est un vilain avant tout. Bon, j'aime pas le terme vilain, on va dire méchant. Donc un méchant chez lequel on peut retrouver certaines valeurs, certaines caractéristiques qu'on trouve pas généralement chez un méchant classique et caricatural. Vous savez, le méchant bien stéréotypé du genre je veux détruire le monde et sommer le chaos, agro. Un exemple d'anti-vilain que vous connaissez très sûrement, ça serait Thanos par exemple. Il est certes l'antagoniste, le méchant dans l'univers Marvel, mais dans le film Infinity War, il pouvait se montrer plutôt juste. Il n'était jamais cruel pour rien, il avait son propre sens de la morale, de la justice, et il avait même un objectif qui pourrait paraître pas si déconnant que ça finalement. Alors oui, il est clair que cette ligne qui sépare anti-héros et anti-vilain est assez floue, mais finalement ça revient à une question de point de vue. Si Thanos n'est pas un anti-héros dans Infinity War, c'est uniquement parce que le film l'a mis dans la case méchant, et que nous, spectateurs, on veut plutôt voir réussir les Avengers, donc les héros. Anti-héros et anti-vilain sont finalement les deux faces d'une même pièce, et selon le point de vue, la manière dont l'histoire est racontée, un même personnage peut être un anti-héros ou un anti-vilain. Encore une fois, le Punisher tombe pile dans cette définition. Si dans la série du même nom, Frank Castle est clairement un anti-héros, il joue plutôt le rôle d'anti-vilain durant son apparition dans Daredevil. D'ailleurs, cette rencontre entre les deux personnages était vraiment intéressante et très bien faite dans la saison 2. Je vous conseille beaucoup Daredevil si vous n'avez pas vu, et c'est vraiment dommage qu'ils aient annulé la série, putain. Bref, cet exemple nous montre clairement l'importance du point de vue et de la manière dont un personnage est construit et présenté. Ce qui m'amène à la question la plus importante dans cette vidéo, à savoir comment construire un anti-héros. Bon, à ce moment-là de la vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait que parler de super-héros pendant les 5 dernières minutes, vu que bon, tout le monde n'est pas forcément fan. Mais en tout cas, ça reste un bon moyen d'introduire et d'expliquer cette notion d'anti-héros, puisqu'il y en a pas mal dans le monde des super-héros. Sauf que construire un anti-héros, un bon anti-héros, ça revient pas juste à prendre un héros lambda et à le rendre plus edgy. L'objectif n'est pas juste de créer un énième Dark Sasuke. Non, pour construire un bon anti-héros, il faut d'abord passer un petit moment sur la partie héros, et de ce que ça signifie réellement. Ouais, parce que sauver des gens et faire le bien c'est cool, mais dans la plupart des histoires, le personnage principal, ou en l'occurrence le héros, ne fait pas forcément ça. Dans les évadés par exemple, le mec veut juste s'enfuir de prison, ce qui est pas forcément faire le bien, c'est même pas très légal. Dans Attrape-moi si tu peux, le héros est littéralement un escroc, ce qui est pas non plus faire le bien, et pas du tout légal aussi, ça j'en suis sûr en moi.
Mais alors, c'est quoi un héros ? Un héros, c'est un personnage avec lequel on sympathise. Un personnage qu'on veut voir réussir quel que soit son objectif. Et réussir cette partie est une étape clé dans la construction d'un anti-héros. Construire un bon anti-héros revient tout d'abord à construire un bon héros. Et pour ça, il est temps de parler de potentiellement l'un des meilleurs anti-héros jamais créés. On va parler de Walter White dans Breaking Bad. Bon, pour les 2 ou 3 personnes sur cette planète qui ne connaissent pas du tout Breaking Bad, doit bien en voir, voilà le topo. Walter est un père de famille et professeur de chimie qui découvre un beau jour qu'il est en phase terminale d'un cancer. Pire encore, il habite au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, où les soins coûtent la peau du cul et la sécurité sociale quasi inexistante. Il va donc devoir gaspiller toutes ses économies dans son traitement contre le cancer et se rend compte qu'il n'a plus rien à laisser à sa famille. Il décide donc de synthétiser et vendre de la méthamphétamine grâce à ses connaissances en chimie, d'abord pour payer son traitement, puis pour amasser assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, et ce même s'il venait à mourir de son cancer. Dans les 2 premières saisons et à ce stade, pour nos spectateurs, Walter White est un héros classique, ou en tout cas on ne sait pas encore que c'est un anti-héros. Et à partir de là, vous savez ce qui va se passer plus ou moins si vous avez vu la série. Walter va commencer à faire des choix de plus en plus immoraux, comme laisser quelqu'un mourir sans intervenir, empoisonner un gamin, faire exploser une maison de retraite, et la liste continue. Tout ça pour parvenir à ses objectifs. En faisant ça, Walter glisse petit à petit vers la case anti-héros. Cette progression dans l'immoral nous rend, nous spectateurs, de plus en plus mal à l'aise. On se sent un peu gêné à cause du conflit entre ces 2 idées. Le fait qu'on aime bien Walter, qu'on veut le voir réussir dans sa quête puisque ses intentions sont a priori bonnes, et le fait que ses actions sont très peu, voire pas du tout justifiables par moment. Mais on continue tout de même à croire en lui puisque finalement Walter fait ça pour mettre sa famille à l'abri et faire en sorte qu'il ne manque de rien, ou en tout cas c'est ce qu'on pense. On continue de croire ça jusqu'à cette terrible scène vers la fin de la série, et attention, spoiler. Skylar. All the things that I did. You need to understand. If I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. Alors cette scène n'est certainement pas aussi mémorable que d'autres scènes dans la série, ça c'est sûr, mais pour moi c'est l'une des plus importantes, car c'est la scène qui ancre définitivement et sans aucun doute le personnage de Walter dans la case anti-héros. Et c'est comme ça que Breaking Bad construit le personnage ou l'anti-héros qui est Walter. On commence d'abord par une phase d'empathie où l'on soutient et encourage Walter dans sa quête, on veut le voir réussir, puis une phase de doute où l'on se sent un peu aliéné par rapport à ses actions de plus en plus extrêmes, une phase où on est en conflit moral entre le fait d'aimer Walter et rejeter certains de ses actes, et enfin une phase de trahison où le spectateur est entièrement aliéné par rapport à Walter et ses actes, le moment où on rejette le personnage de Walter. Et ça, c'est très très efficace. Pourquoi c'est si efficace ? Finalement, les 3 étapes que je viens de citer sont en quelque sorte de grandes phases durant lesquelles notre rapport avec le personnage de Walter change à chaque fois, vu qu'on le voit se transformer petit à petit en un véritable anti-héros. Mais ce qui rend cette approche si efficace, c'est la manière dont la série gère le passage entre chaque phase. Pour moi en tout cas, la création d'un anti-héros est efficace seulement si ces transitions sont bien gérées et bien dosées. Y aller trop doucement et notre conflit moral est quasi inexistant. Y aller trop fort et on se détache complètement du personnage. Dans le cas de Breaking Bad, et pour avoir revu la série dernièrement, je trouve que c'est extrêmement bien fait et il y a plein de procédés et scènes qui sont utilisés tout au long de la série pour gérer cet aspect-là, à savoir la transition de Walter d'un héros à un anti-héros. Sauf que bon, la série fait 5 saisons au total, soit 62 épisodes, je vous cache pas que c'est un peu long à analyser. Non, on va plutôt parler d'un film d'environ 2 heures, voilà c'est un peu mieux. On va parler d'un film qui contient l'un des meilleurs anti-héros que j'ai vu dans un film. Je veux parler de Nightcrawler. Bon alors, de quoi ça s'agit ? Grosso modo, le film nous raconte l'histoire de Louis Bloom, ou Lou tout simplement, un jeune homme sans emploi qui va devenir pégiste, donc une sorte de journaliste en freelance, et dans son cas, un gars qui va passer ses nuits à la recherche d'accidents, de crimes, et toute image choc qu'il pourra ensuite revendre à des chaînes de TV locales spécialisées dans ce genre d'images choc ou sensations, etc. Bon alors là, il va y avoir pas mal de spoilers, même si je pense que pour ce genre de film, c'est pas très grave, mais bon, si vous avez pas vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez skip jusque là. La première partie du film nous informe que Lou est un gros loser. La première scène du film nous le montre en train d'essayer de voler de l'acier, il va ensuite revendre son acier dans une casse où il demande du travail au gérant et se fait recaler sèchement. No. Ouais, un bon gros loser quoi.
Mais bon, après ça, le film nous montre comment Lou va devenir pigiste par la suite, après être tombé par hasard sur un accident et avoir vu des gens exercer le métier sur place. Il s'intéresse de plus en plus à ce type de job, il s'entraîne avec une vieille caméra qu'il a achetée, il observe et étudie de vieux cas et travaille d'arrache-pied pour apprendre encore et encore les filons du métier. Il arrive même à revendre sa première vidéo à une chaîne locale, impressionné par son travail. Lou a beau être un loser, au début du film en tout cas, il est déterminé et travailleur et semble se diriger vers le succès. Lou est clairement un underdog assez classique pour lequel on éprouve beaucoup de sympathie. Check. Bon, à ce stade, certains pourraient se douter de quelque chose, se dire comment quelqu'un qui semble être aussi intelligent, aussi travailleur puisse tomber aussi bas. Mais bon. En réalité, le spectateur est juste très heureux de voir Lou réussir autant. Ce dernier continue de revendre ses images, il engage même un assistant pour l'aider, et semble même dépasser la concurrence. Même si le job semble assez glauque et morbide, Lou continue encore et encore, car c'est juste ça, son job. Il continue ainsi, mais arrive à un moment où il se fait complètement doubler par son concurrent. Lou décide donc de saboter la voiture de son concurrent, celui-ci fait un accident et est envoyé à l'hôpital. Mais là, il est important de voir comment le film nous a amené jusque-là, et pourquoi, malgré ce qu'a fait Lou, on est toujours un peu de son côté. Bon, récapitulons un peu. À ce moment du film, on est très content de voir Lou réussir. Tellement content qu'on est aussi gêné que lui lorsqu'il se rate complètement, puisque son concurrent est arrivé bien avant lui et Lou n'a rien pu filmer d'intéressant. Il se fait engueuler et humilier en public par la chaîne qui lui a fait tant confiance. On empathie avec Lou, on ressent sa honte et son dégoût de s'être fait dépasser par son concurrent qui accessoirement a l'air d'être un sacré connard. Tout ça fait que au moment de voir Lou saboter la voiture de son concurrent, même si moralement on n'est pas d'accord, on comprend pourquoi il fait ça. Ce pattern est très important et revient tout le temps dans cette phase du film. Si on doute en tant que spectateur, si on se sent gêné, si on a ce conflit moral, c'est parce que le film essaye de nous faire comprendre la raison derrière les actions de Lou. Le film essaye par tous les moyens de nous faire empâtir avec Lou et nous faire comprendre pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque plus tard, Lou s'introduit dans une maison où un massacre a eu lieu et choisit de filmer très longtemps sans appeler les secours. Il fait ça pour réussir, c'est son boulot après tout. La même chose lorsque un peu plus tard, il sait qu'une fusillade va se produire, mais choisit de rester sur le côté à observer, à attendre le moment opportun pour commencer à filmer. C'est son travail, il ne peut pas faire grand chose de toute façon, c'est déjà trop tard. Ce sont quelques pensées qu'on peut avoir en tant que spectateur, même si au fond on n'est clairement pas d'accord avec ses choix. Enfin, vers la fin du film, Lou et son assistant poursuivent la police et les responsables de la fusillade, et la course-poursuite finit en énorme accident. Lou descend en premier pour filmer l'accident et les blessés, il demande ensuite à son assistant de venir filmer un des blessés dans une voiture de plus près. Sauf qu'il y avait encore quelqu'un dans la voiture, cette personne était en plus armée et tire sur l'assistant de Lou. Lou savait qu'il y avait quelqu'un d'armé dans la voiture et a volontairement appelé son assistant en sachant qu'il allait se faire abattre. Tout ça parce qu'il lui faisait plus confiance. Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal est marqué. Et c'est comme ça que Nightcrawler construit l'anti-héros qu'est Louis Bloom. On commence par un Lou sympathique et travailleur qu'on veut voir réussir, puis on se met petit à petit à douter de ses actions et de ses choix, et ce même si le film tente à chaque fois de les justifier. Et enfin, la trahison ultime, la goutte de trop. L'action qui dépasse les bornes et qui nous fait perdre toute sympathie pour Lou. Et voilà, anti-héros, bravo, merci à tous, easy peasy. Bref, finalement je trouve ça hyper intéressant de voir les similarités entre Walter White et Louis Bloom, le fait que les deux personnages soient fondamentalement construits de la même façon, l'un à travers une série entière de 62 épisodes, et l'autre en l'espace d'un film de 2 heures. D'ailleurs, ces deux anti-héros partagent un point commun très important, et qui les rend si particuliers. En fait, contrairement à la plupart des anti-héros, Walter et Lou ne sont pas présentés dès le départ comme des anti-héros, mais le deviennent petit à petit au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. En tout cas, des anti-héros, il y en a plein, et il y a pas mal de types d'anti-héros d'ailleurs, pas mal de nuances que j'ai pas forcément détaillées dans cette vidéo, mais bon, si le sujet vous intéresse et que l'anglais ne vous dérange pas, je vous conseille de lire la page anti-héros sur le site TV Tropes, c'est très intéressant et très détaillé. Sinon, dites-moi en commentaire quel est votre anti-héros préféré et pourquoi, ça m'intéresse de voir ce que les gens préfèrent. En tout cas, le mien est plutôt évident, même s'il n'est pas très original tout compte fait. J'espère que cette vidéo vous aura appris une chose ou deux, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bref, à la prochaine.